Il y a deux types d'auteurs, ceux dont on connaît plusieurs œuvres et ceux dont on ne connaît qu'une seule œuvre. La Boétie est de cette deuxième catégorie, connu essentiellement pour son discours de la servitude volontaire, bien qu'il n'ait pas écrit que ça. Même si cela peut paraître rébarbatif, j'ai toujours appris à dresser non pas la table mais bien la biographie d'un auteur avant de s'attacher à lire son œuvre. Cette vidéo ne fera donc pas exception à cette règle, mais pour les plus pressés d'entre vous, je mets ici le minutage de façon à ce que vous puissiez directement passer à l'analyse de l'œuvre. Étienne de la Boétie est né le 1er novembre 1530 à Sarlat et mort le 18 août 1563 près de Bordeaux. C'est un écrivain humaniste, un poète et un juriste. La Boétie est célèbre entre autres pour son discours de la servitude volontaire, mais aussi pour avoir été l'ami de Montaigne, grand autre écrivain humaniste s'il en est, qui lui rendit un hommage posthume dans ses essais. Le discours de la servitude volontaire, lui, a été publié pour la première fois en 1576, et l'on dit que la Boétie l'aurait écrit entre 16 et 18 ans. Franchement, respect. Il l'aurait écrit à la suite de la révolte de la Gabelle, qui s'est déroulée entre 1548 et 1549, laquelle avait fait l'objet d'une répression sévère, pas d'un simple rappel à la loi. D'une certaine façon, on pourrait dire que si Machiavel a écrit Le Prince à destination du prince justement, c'est-à-dire à destination des dirigeants, la Boétie, lui, s'adresse plutôt à ceux qui sont asservis, à savoir aux gens du peuple. Pour autant qu'on puisse, à cette époque, s'adresser au peuple à travers un écrit. Rappelons en effet que la majorité des individus composant la société d'alors ne savaient pas plus lire qu'écrire. Mais l'absence d'instruction permis par l'analphabétisme n'est-il pas un merveilleux levier pour le tyran soucieux de maintenir son peuple dans l'ignorance, dans la servitude volontaire même? Mais que se cache-t-il derrière cette expression? Servitude volontaire, cela fait deux mots. La servitude d'une part, c'est-à-dire pour faire simple un état d'asservissement, de soumission, de dépendance de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et le caractère volontaire de cette servitude d'autre part. Bon, là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Si la servitude est volontaire, c'est que par définition, elle n'est pas contrainte, elle est acceptée. Mais est-ce parce que la servitude est volontaire qu'elle est pour autant choisie? Aussi, je vous propose donc d'aborder ce discours dans l'ordre dans lequel il se présente à nous. Et ce discours débute par un constat simple qui sert de fil rouge à toute sa suite. Nous sommes asservis. Pourquoi? La Boétie s'adresse au peuple à qui il veut ouvrir les yeux sur l'état de servitude dans lequel celui-ci est placé. Chose qui pour lui est contraire à la nature profonde de l'homme qui le porte à être libre. Pourquoi donc l'homme, ou plutôt pourquoi donc tant d'hommes, pourquoi une nation entière peut accepter si facilement de se défaire de sa liberté? Par peur? Chose vraiment surprenante, c'est de voir des millions d'hommes misérablement asservis. Non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés, et pour ainsi dire ensorcelés, par le seul nom d'un qu'ils ne devraient redouter puisqu'il est seul, ni chérir puisqu'il est envers eux tous inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes. Si les premières générations d'individus asservis servent contraintes et sous la force, les générations qui suivent, elles, servent sous le poids de l'habitude. Ces générations sont emparées par une sorte de lâcheté, satisfaite ou plutôt indifférente à toutes ces concessions qu'elles ont faites à la liberté sur l'autel de la tranquillité. Bref, on se place sous la tutelle d'un homme dont on se rend tributaire des aléas de son humeur, de sa bonne santé mentale, et in fine, nous le rendons responsable de notre vie et partant de notre bonheur. Nous plaçons bien trop d'espoir en lui, comme certains le font peut-être avec le président de la République française, s'imaginant que le jour où un nouveau président de la République sera élu, d'un camp plus en raccord avec leurs opinions politiques, alors leur vie changera du tout au tout. Alors oui, bien sûr, le politique peut faire des choses pour changer la vie des gens. Si, je vous assure. Seulement, il faut comprendre que nous aussi constituons les rouages de la société, et qu'en tant que rouages, nous pouvons aider la société à tourner, ou nous pouvons au contraire cesser de fonctionner si le système ne nous plaît pas. Pour nous expliquer en quoi il est terrible que les hommes acceptent de concéder leur liberté sur l'autel de la tranquillité, la Boétie nous parle d'abord de l'importance de la liberté. Une citation me vient en tête pour illustrer le propos de la Boétie et l'importance que la liberté revêt à ses yeux. Elle est la suivante. Sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Ainsi, les éloges, les compliments n'ont de valeur qu'à condition de pouvoir également exprimer le contraire. La liberté donne donc de la valeur au choix qu'opèrent les individus. Vous avez choisi de regarder cette vidéo plutôt que de faire quantité d'autres choses, plutôt que de regarder quelqu'un en train de manger un kebab par exemple. Si vous aviez été contraint de regarder ma vidéo, le temps que vous me consacreriez alors ne vaudrait rien. C'est justement parce que vous avez la liberté de choisir et de faire quantité d'autres choses que le temps que vous passez à écouter cette vidéo a de la valeur. Et je vous remercie pour ça. Vous êtes des gens bons. Et il en va exactement de la même manière pour la foi. S'il relève d'une obligation d'État de croire en Dieu, si l'on vous dit le couteau sous la gorge que vous devez croire, alors cette foi qui n'en est pas n'a aucune valeur.
précisément parce que vous serez prêt à confesser n'importe quelle foi. La foi n'a de valeur qu'à condition d'être libre, avec ce bémol que je pose qui veut qu'on ne choisit pas d'avoir la foi. La Boétie ne nous dit pas autre chose lorsqu'il nous explique à propos de la liberté que, dès qu'elle est perdue, tous les maux s'en suivent, et sans elle, tous les autres biens, corrompus par la servitude, perdent entièrement leur goût et leur saveur. La Boétie, pour défendre l'idée que la liberté est quelque chose de naturel, qui nous serait enlevé par la société et par le fait que nous acceptions volontairement de nous soumettre à un souverain, se hasarde en prenant des exemples d'animaux. Ainsi nous cite-t-il de nombreux exemples d'animaux qui meurent sitôt capturés ou qui, par tous les moyens, tentent de résister à leur capture et à la captivité. Il nous explique aussi toute la difficulté qu'ont les hommes d'apprivoiser certains animaux, à commencer par les chevaux qui, nous dit-il, ne servent pas de leur gré, mais sous notre contrainte. Et il se sert de cela pour dresser un parallèle avec l'homme qui, lui, accepte de bon gré de céder sa liberté, son bien pourtant le plus précieux, à vil prix. Toutefois, je pose ici la question à la Boétie qui, je l'espère, me répondra, est-ce qu'ici les animaux chérissent véritablement la liberté ou plutôt la vie dont il leur semble qu'en étant capturés, elle leur sera soustraite? Nous l'avons compris, pour la Boétie, la liberté est donc la clé. Sans liberté, l'homme est subverti, avili. Et si l'on suit son idée selon laquelle il y a une liberté naturelle, alors l'homme s'oppose à sa nature profonde qui supposerait que celui-ci soit libre. La liberté transforme donc l'homme, mais l'absence de liberté le transforme aussi. Il est certain qu'avec la liberté, on perd aussitôt la vaillance. Les gens soumis n'ont ni ardeur ni pugnacité au combat. Ils y vont comme ligotés et tout engourdis, s'acquittant avec peine d'une obligation. Ils ne sentent pas bouillir dans leur cœur l'ardeur de la liberté qui fait mépriser le péril et donne envie de gagner, par une belle mort auprès de ses compagnons, l'honneur et la gloire. Aussi pour la Boétie, la liberté, en plus de donner de la valeur à notre vie, nous donne aussi une force car elle nous fait nous battre avec beaucoup plus d'âpreté, surtout parce qu'elle nous fait considérer sous un autre angle l'idée du combat et de la perspective du sacrifice qui peut en résulter. Nous ne mourrons pas pour rien, nous ne mourrons pas pour la volonté mégalomaniaque de quelques tyrans expansionnistes, nous mourrons pour la liberté, nous mourrons pour nous-mêmes, nous mourrons pour défendre la liberté de ceux que nous aimons et de tous ceux qui viendront après nous. Nous mourrons pour la vie. La Boétie prend ainsi de nombreux exemples historiques pour appuyer cette idée. Aux batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas, de Thémistocle, qu'est-ce qui donna à un si petit nombre de Grecs, non pas le pouvoir, mais le courage de supporter la force de tant de navires? Dans ces journées glorieuses, c'était moins la bataille des Grecs contre les Perses que la victoire de la liberté sur la domination, de l'affranchissement sur la convoitise. Et oui, le fait de tenir à quelque chose et la peur qu'on a de perdre ce quelque chose nous donne envie de le défendre. Plus l'on chérit la liberté, plus on la valorise, et moins on la relativise, et plus on a envie de la défendre, et plus on a de courage à le faire face à l'adversité. Oui, je suis évidemment d'accord avec vous, il est parfois douloureux de voir ce que certains décident de faire de leur liberté, mais reste que sans l'usage stupide de la liberté, l'usage intelligent de celle-ci n'aurait guère de valeur. A-t-on du mérite à respecter la loi? Non, car nous sommes tous contraints de le faire. A-t-on du mérite lorsque nous décidons de ramener en mairie ou à la gendarmerie un portefeuille rempli de billets que nous avons trouvé dans la rue? Oui, car justement nous avons eu face à nous un choix. Nous avons eu la liberté de bien comme de mal agir. Et c'est ça qui donne de la valeur à ce choix héroïque que nous faisons de ramener un portefeuille rempli de billets plutôt que de le garder pour soi. Oui, je parle à la première personne du pluriel car je sais que vous agiriez de même. Bref, les hommes qui se battent pour la liberté le font à la fois pour eux-mêmes et pour les enfants et toute leur postérité. Mais justement, si l'on vient un jour à perdre cette liberté et que toute sa vie nous n'avons connu que la captivité, que la servitude, peut-on alors désirer la liberté qu'a priori on ne connaît pas? Peut-on désirer ce que l'on n'a jamais connu? Des hommes enchaînés peuvent-ils souhaiter être désenchaînés s'ils ne savent pas qu'ils sont enchaînés? On en revient au mythe de la caverne de Platon. L'ignorance aide donc à maintenir le statu quo. Mais la force du tyran ne repose-t-elle que là-dessus? Il faut aussi se demander pourquoi les hommes acceptent-ils si volontiers de se soumettre à un tyran, de s'aliéner une partie sinon la totalité de leur liberté. Pourquoi font-ils ça? Peut-être tout simplement par crainte des représailles, par crainte de la prison, de la torture, de la mort. Dans ce cas, on ne les comprend que trop bien. Mais pour la Boétie, il n'y a pas que cela qui explique cette soumission. Il y a une sorte d'inertie. Les hommes sont habitués à servir, habitués à être soumis à un maître, sinon à des maîtres. Et ce faisant, pour la Boétie, étant soumis de naissance, ils en viennent à oublier leurs dispositions naturelles, les portant à être libres. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Mais ne dit-on pas que l'habitude est une seconde nature? Si l'on a pour habitude de se soumettre, d'être assujetti, alors ceci finira par devenir notre nature profonde. Et le tyran compte justement sur cette soumission. Il compte sur ces innombrables sujets qui ont souvent plus à gagner à se soumettre au système qu'à tenter de lui résister.
Pourtant, le tyran ne tire sa force que de la soumission mutuelle de tous ses sujets, qui, si jamais ils venaient à se rebeller, sans nécessairement prendre les armes, mais simplement en se refusant à le servir, pourraient recouvrir leur liberté. Mais en plus de pouvoir compter sur la seconde nature de ces sujets qui, nous l'avons vu, se sont accoutumés à l'idée de servir, à l'idée d'être privés d'une partie de leur liberté, si tant est qu'ils puissent avoir conscience de l'existence de celle-ci et qu'ils puissent être autre chose qu'asservis, le tyran peut aussi compter sur l'abrutissement de ces sujets, divertis qu'ils seront. Il a tout intérêt à abrutir pour mieux assujettir. Le tyran ne croit jamais sa puissance assurée s'il n'est pas parvenu au point de n'avoir pour sujet que des hommes sans valeur. Pour la Boétie, il est de l'intérêt du tyran de s'assurer qu'autour de lui, personne ne brille avec trop d'éclat. Et oui, il ne faudrait pas que quelqu'un par son charisme, ses compétences, sa valeur morale et intellectuelle soit susceptible de l'éclipser et après cela de prendre sa place. Les exemples historiques sont nombreux, on se souvient par exemple des purges staliniennes au cours desquelles un grand nombre d'officiers de l'armée rouge ont été éliminés. En plus d'éliminer les individus trop brillants, le tyran doit aussi abrutir le peuple autant qu'il lui est possible. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. On voit donc à travers ce passage l'opinion très défavorable qu'entretenait la Boétie quant au divertissement. En effet, tant que le peuple est dans le divertissement, il ne pense pas à se rebeller, il ne pense qu'à savoir quel gladiateur l'emportera sur tel autre ou de quelle façon cette bête curieuse s'y prendra pour manger les chrétiens qu'on offrait jadis en pâture aux lions. Mais faut-il véritablement jeter tous les divertissements dans le même panier ? Le divertissement ne sert-il justement qu'à nous détourner de penser à ce qui fâche, qu'à nous détourner de ce qui est important? Il est vrai que si l'on s'attache à l'étymologie de ce terme, le mot divertir dérive du mot divertere, lequel signifie détourner de. Je vous renvoie ici à ma vidéo sur Pascal qui traite justement de la question du divertissement. Mais l'art n'est-il qu'un divertissement? L'art ne peut-il pas aussi nous aider à mieux comprendre le monde? Si le tyran n'est vu par son peuple que comme un homme ordinaire, un homme comme les autres, alors peut-être le peuple pourra-t-il être tenté de se rebeller. Il faut donc montrer au peuple que le tyran n'est pas un homme ordinaire, qu'il est plus qu'un homme, qu'il est différent de celui-ci, et pas uniquement en raison de son pouvoir, mais plus certainement de sa nature, qu'il y a quelque chose de profondément mystérieux en lui. Pour cela, le tyran devra soigner ses apparitions publiques. Il ne doit pas laisser transparaître une quelconque forme de faiblesse, de maladie ou de quoi que ce soit qui laisserait supposer qu'il soit soumis comme nous autres à des choses aussi bassement terrestres que la vieillesse et le délabrement qui l'accompagnent. Les premiers rois d'Égypte ne se montraient guère sans porter tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête. Ils se masquaient et jouaient au battleur, inspirant par ces formes étranges respect et admiration à leur sujet qui, s'ils n'avaient pas été aussi stupides ou soumis, auraient dû s'en moquer et en rire. Moins le tyran apparaîtra en public et plus il suscitera sur sa personne d'interrogations, de mystères. Ainsi, les apparitions que le tyran fera seront enveloppées d'une aura mystérieuse, propre à faire du tyran plus qu'un homme, un symbole, une légende, un peu comme le Batman. Ce qui fait la force du Batman, en plus de ses gadgets, de sa force physique, c'est l'aura qui l'entoure et les idées que la seule évocation de son nom vont faire naître parmi les malfrats. Bien sûr, l'on pourrait être tenté de se dire qu'en se mettant directement dans les cercles du pouvoir, à mesure que l'on se rapproche du tyran, l'on sera mieux loti. On est tenté de penser que les places de courtisans sont bien plus confortables. Il n'y a qu'à pour s'en convaincre à regarder le nombre de gens qui cherchent précisément à s'attirer les bonnes faveurs du tyran et à pénétrer ses cercles. Du point de vue matériel, il est sûr qu'il est préférable d'être un apparatchik ou un oligarque plutôt qu'un prolétaire qui n'a pas les faveurs du tyran. Cependant, la Boétie nous explique qu'à mesure qu'on s'approche du tyran, on s'éloigne aussi de sa liberté. Aussi, non contents de servir le tyran, les courtisans doivent aussi abandonner une partie de ce qu'ils sont. Ils doivent penser comme le tyran. Il faut qu'ils se rompent, se tourmentent, se tuent à traiter ses affaires, et puisqu'ils ne se plaisent qu'à son plaisir, qu'ils sacrifient leur goût au sien, qu'ils forcent leur tempérament, dépouillent leur naturel. Il faut qu'ils soient attentifs à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses gestes, que leurs yeux, leurs pieds, leurs mains soient continuellement occupés à épier ses volontés et à deviner ses pensées. Cela me rappelle le film La mort de Staline, qui se déroule dans le très proche entourage de Joseph Staline. Et cela me rappelle plus particulièrement une scène où l'un des courtisans de Staline fait une plaisanterie sur les agriculteurs qui, semble-t-il, le fait rire lui, mais n'est pas du goût du petit père des peuples. Lorsqu'il rapporte cet épisode à la maison, sa femme lui conseille alors de renoncer aux plaisanteries sur les agriculteurs. Eh bien, ce petit abandon, c'est le symptôme de la servitude. Cela me rappelle enfin la définition qui est la mienne de l'amitié
l'amitié et de ce qu'est un ami. De mon point de vue, un ami, c'est quelqu'un avec qui l'on peut être soi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de mettre un masque pour cacher une partie de sa personnalité. Pour revenir sur la question des courtisans, ce point m'évoque aussi ce que dit Machiavel dans Le Prince, où il explique la nécessité qu'a le prince de s'entourer et le soin qu'il doit apporter quant au choix des gens qui vont constituer son entourage proche. Le prince doit s'entourer de gens susceptibles de se confronter à sa pensée, de le contredire, car une pensée n'est jamais aussi solide que lorsqu'on l'a renforcée en la confrontant à des points de vue différents, susceptibles de l'enrichir, et je vous renvoie ici à ma vidéo sur Machiavel.